Bonjour à tous, c'est lors de mon entretien avec Hugo Liesen que j'ai entendu parler pour la première fois de la reliure à la ligne. Alors ça fait évidemment penser à la pêche à la ligne et c'est bien de fil de pêche. C'est chose assez rare d'être l'inventeur d'un procédé ou l'initiateur d'une pratique. Aussi, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Denis Grégoire pour nous parler de sa reliure à la ligne, de son parcours, de ce qui l'a amené à ce procédé et plus largement de sa façon d'aborder la reliure. Alors bonjour Denis, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Plaisir partagé. Alors donc vous me disiez à l'instant que vous habitez donc en Belgique également, comme Hugo. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours en tant que relieur? Est-ce que c'est une vocation précoce, tardive? Je cherchais quelque chose d'artistique. J'étais plutôt dans le scientifique. Ma sœur étant déjà dans les études à la Cambre, j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit, bah allez, lance-toi, on y va. Vous aviez quel âge alors, Denis? J'avais 18 ans. J'ai fait mes 5 années à la Cambre, puisque c'est sur 5 ans que ça se déroule. Donc tout le cursus, ça a été très bien. J'ai rencontré beaucoup de gens. C'était très... On approfondissait énormément les techniques et donc c'était très très intéressant pour moi. Et jusqu'au moment où on sort de là, on cherche du boulot et puis on se dit, ça va être difficile de gagner sa vie. Oui, c'est pas évident. L'Arlioda, c'est quand même un très très long procédé. J'en avais déjà parlé à Micheline de Belfroy, qui est ma prof à l'époque, qui était ma prof à l'époque. Et elle m'avait dit, Denis, tu enseigneras. Et c'est ce que j'ai fait. Enseignant. J'ai commencé à travailler comme chef d'atelier dans une bibliothèque universitaire où le travail était beaucoup moins intéressant que ce que je faisais à la Cambre, qui était beaucoup plus dans la recherche. Et puis bon, ça peut-être l'alimentaire. Et puis alors, j'ai enseigné directement. Mais j'avais pas un plein temps à l'époque. Donc là, j'enseignais en promotion sociale aux arts et métiers, comme Hugo, finalement, mais à Liège. Après, j'ai pu avoir une place, un horaire complet. Mais alors là, dans l'enseignement spécialisé. Voilà. C'est très intéressant, mais bon, ça me permet alors d'être vraiment à l'aise pour toute la créativité à côté. Puis, voilà, il y a un certain avantage d'être un professeur. On a quand même des vacances qui sont assez agréables. Et donc, voilà, ça me permettait de rester créatif tout le temps. Donc, le début, un petit peu, c'est pas évident parce qu'on n'est pas connu, parce que gagner sa vie depuis en sortant de l'école, c'est difficile pour beaucoup, mais pour les artisans et les créatifs encore plus, surtout dans des domaines aussi pointus que la reliure, des niches. Donc, comment est-ce que vous vous êtes fait connaître? Comment est-ce que vous avez commencé à gagner votre vie en tant que relieur et à quel moment? Par rapport à la créativité, on a 2 endroits ici en Belgique qui nous ont vraiment bien promotionnés, dont la Vitocana, donc la Bibliotheca Vitocana. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, je connais depuis Hugo. Quand même assez importante. Et pendant mes études, en fait, Michel Vittoc, qui était donc l'initiateur de cette belle bibliothèque, donc c'était une bibliothèque privée à l'époque. Hein. Elle a été donnée au fonds Roi Baudouin, donc elle est gérée d'une autre façon. Mais disons au début, c'était vraiment une bibliothèque privée, mais qui était ouverte à tout public. Et nous, on a pu faire beaucoup d'expositions là-bas, et il nous a soutenus continuellement. Je dirais que presque chaque année, il nous achetait au moins un livre ou relié, puisque c'était un grand collectionneur de religieux, plus de religieux que de textes. Ça, c'était bien parce que ça nous a mis le pied à l'étrier. Alors, on a aussi le musée royal de Marimont. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Où il y a la collection Warroquier, qui était en fait un châtelain. Ça se trouve du côté de Mons. Donc Mons, c'est connu aussi, hein, voilà. C'est à Marimont, ça vaut vraiment le détour, c'est un très beau musée, et là-bas il y a aussi un atelier du livre. Donc c'est un musée qui n'est pas dédié au livre, c'est un musée qui est... Oui, c'est un musée en fait qui est dédié en partie au livre, puisqu'il y a une très belle collection du châtelain de l'époque, Warroquier, qui était un très riche industriel, qui a une très belle collection de livres. Mais alors, c'était aussi un collectionneur d'antiquités au niveau céramique et au niveau aussi de tout ce qui était égyptiologie. Et oui, je prononce bien. C'est correct. C'est très très dynamique. Et ça, c'est rentré dans le domaine public depuis déjà pas mal d'années. Et alors, il y a cet atelier du livre qui est important, puisque c'est grâce à cet endroit en tout cas que j'ai pu continuer à faire des formations assez créatives, puisque donc là j'enseigne toujours, mais quelques périodes par an, hein, ce n'est pas à plein temps. Et alors il y a une bourse de reliure de création qui est donnée une fois tous les 3 ans. Et cette année-ci, en plus, il y en a 2. Donc c'est très très bien. C'est très rare d'avoir des bourses de création qui se multiplient comme ça. Une pour justement la création des gens comme moi qui travaillent sur le livre déjà depuis un moment et qui développent des techniques parallèles de création pure au niveau formel ou au niveau technique. En fait, on peut travailler sur les deux parties. Et puis alors, il y en a une autre où c'est plutôt, on fait un appel à des gens qui aimeraient toucher le livre, mais qui n'y sont pas encore, mais qui ont probablement un travail livresque. Et là, c'est assez nouveau. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais disons qu'au niveau édition du livre, en tout cas production du livre ou livre d'artiste, hein, ça peut être très bien
Et je crois qu'on en a besoin hein, de livres d'artistes. J'ai eu Hugo il y a 15 jours, 3 semaines au téléphone. Il me parlait exactement de ça. Il me disait, bon, la reliure, elle suit son chemin, mais le vrai danger, la crise, l'inquiétude, c'est concernant la production de belles éditions. Oui, ça c'est un problème qu'on rencontre de temps en temps, heureusement pas encore de trop souvent. Et on trouve des parrains pour ça, dont on arrive à contourner le problème, ou en tout cas réparer le problème, puisque c'est plutôt ça que je voudrais dire. Et donc on reconstitue des cahiers. Ça prend un peu de temps, mais bon, quand le livre a de la valeur, on ne compte pas. Certes, après un livre qui a de la valeur, mais qui n'est pas bien conçu, c'est dommage. D'où vient sa valeur. Surtout quand on sait que à l'origine du livre, de tous les livres sont en cahier même avant d'être collés. Donc les livres de poche, ce sont d'abord des cahiers qui sont coupés et puis collés. Je vais me reconcentrer sur vous, ce qui provoque cet appel d'aujourd'hui, cette intrigante reliure à la ligne. Alors les questions qui viennent, il y en a pas mal, mais par exemple, qu'est-ce qui vous a amené à utiliser le fil de pêche? Enfin, c'est du polycarbonate, c'est du nylon, qu'est-ce que c'est? Moi c'est du polycarbonate, qui est en fait un produit supérieur au nylon traditionnel, parce que le nylon traditionnel, c'est ce qu'on trouve dans les bouteilles en plastique par exemple. Et alors le problème qu'il y a avec le nylon traditionnel, c'est qu'il a tendance à sécher dans le temps et puis à casser, comme beaucoup de matières plastiques. Sauf que le polycarbonate, lui, en fait, est plus résistant dans le temps. Il ne subit pas le problème de la lumière qui pourrait le cuire et finir par le rendre cassant. Et donc ça, c'est du fil de pêche ou c'est un fil que vous faites fabriquer ou que vous trouvez dans un autre domaine Non, c'est toujours un fil de pêche parce qu'en fait, la pêche a ses niveaux. Il y a des niveaux de performance et en fait, ce sont des fils qui sont beaucoup plus résistants lorsqu'on va dans des lieux hostiles, que ce soit mer où il y a beaucoup plus de sel forcément, il peut y avoir des frottements sur les rochers et ainsi de suite. Moi, c'est pas ça que j'ai recherché au début, mais ce que je recherchais, c'est d'avoir un fil qui soit pérenne. Et le fait d'avoir le fluorocarbone. Et du coup, qu'est-ce qui a guidé cette démarche? Est-ce que c'était un désir de nouveauté? Est-ce que c'était la constatation d'un problème technique? Non, en fait, j'étais pas le premier à utiliser du nylon en reliure, puisqu'il y a Edgar Claes, qui est aussi un relieur belge. Il l'utilisait, mais avec des structures plus en polycarbonate, c'est-à-dire que c'est des feuilles de plastique qui sont polies, qui sont découpées, qui sont peintes, un peu comme de la carrosserie. Et lui fait sa couture nylon, on va dire, sur ses livres avec du fil comme celui-là. Maintenant, je ne sais même pas s'il utilise du fluorocarbone, ça je n'en sais rien. Il faudra que je lui pose la question, parce qu'en fait j'ai essayé de le contacter quand je faisais ma recherche, et je suis jamais arrivé à le contacter. Il est moine, et je suppose que je suis jamais tombé dans le bon créneau horaire, et finalement, oui, je me suis dit, bon, je vais pas continuer à aller comme ça à la chasse, je vais faire mes recherches moi-même, et j'ai fait vraiment des recherches pour savoir ce qu'il y avait dans tous ces fils différents et ce qui serait le mieux en tout cas à utiliser. En fait, ce qui est très agréable pour moi avec ce fil-là, c'est que quand on le noue, il y a une certaine élasticité et en même temps une belle force, comme on dit dans le nœud et dans la finition. Donc c'est très propre comme finition. Plus difficile à faire avec du fil traditionnel de lin par exemple. Ah oui, on aurait même plus difficile de serrer de façon aussi sûre que je le fais. Même si parfois on dit que le fil nylon ne se noue pas bien, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'ils sont traités pour les nœuds. Donc en fait, il y a une belle amélioration. Et d'ailleurs, j'ai une façon de nouer, de faire tous mes nœuds. Et c'est comme si je le croquais légèrement. Et alors, je n'ai jamais eu de nœud qui se défaisait. Donc je suis assez content de ce côté-là. Et vous n'utilisez désormais que du fil de pêche? Vous ne retournez jamais au fil Ah non, c'est définitif. Pour ça, oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne fasse pas d'autres techniques de reliure, hein, mais disons que moi, je me présente comme étant plutôt un relieur à la ligne. Donc c'est mieux d'y croire que de se partager entre beaucoup de techniques. En fait, le problème, c'est quand on propose des techniques traditionnelles, le bibliophile, il a l'habitude de la technique traditionnelle. Et par sécurité, il va choisir ça. Et moi, j'ai pour principe de ne pas proposer ça d'emblée, je propose la reliure à la ligne parce que comme ça, s'ils viennent chez moi, c'est pour ça qu'ils viennent. Bien sûr, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire bravo pour cette page. Si vous avez vu la vidéo avec Hugo ou vous l'avez regardée eh ben, merci. J'ai fait un zoom sur votre page d'accueil oui. parce qu'elle est magnifique. On comprend presque tout de suite de quoi il s'agit, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un livre, d'une reliure, mais aussi que ça apporte quelque chose d'intéressant et d'assez nouveau. C'est la possibilité d'ouvrir un livre en grand. Oui, l'ouverture. J'étais pas le premier non plus à faire ça. Et je ne le cache pas, hein, dans le manuel qu'on a publié par rapport à la bourse que j'ai reçue à Marimont, je dis tout de suite qu'il y a trois choses qui sont arrivées dans ma démarche. Celle d'Edgar Claes, je la connaissais déjà depuis un moment. Et puis alors, j'ai été à la rencontre de Chenevrin, qui est une relieuse aussi contemporaine. Ouais, formidable. Qui a fait beaucoup de restauration, qui a une réflexion sur le livre qui était vraiment très intéressant. Le fait que le livre soit réversible. Et ça me touchait énormément parce que je trouvais que la technique que j'avais appris à Lacan était une technique laborieuse, mais qu'elle figeait le livre par énormément de collage.
Voilà. Et donc, le jour où il faut restaurer un livre comme ça, c'est très compliqué. Tandis que moi, vous prenez une paire de ciseaux et en 5 minutes, c'est terminé, quoi. On recommence quelque chose. Soit on refait la couture si elle a mal vieilli, soit on sépare le livre de la couverture et on travaille sur la couverture sans avoir le contenu. Donc, moi, je trouvais ça assez génial. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais observé sur le travail de Chenevra. Et elle avait une réflexion comme ça, dès le départ. Avant tout, vu qu'elle travaillait souvent sur des très vieux ouvrages, parce qu'elle faisait de la couture, de la reliure contemporaine sur des vieux ouvrages, même des ouvrages du XVIe siècle. Donc c'était vraiment intéressant, ça m'a séduit. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu l'exposition, mais j'en ai pas dormi, tellement j'étais bouleversé. Ça fait partie de la petite histoire. Vraiment, ça avait chamboulé tout ce que je connaissais. Ça remettait tout en question. Et je dois dire que je me suis remis en question, mais pour tout. En tout. Quand j'ai eu la bourse en reliure de création, j'ai remis aussi bien les coutures en question, aussi bien les collages en question, la façon d'assembler un livre. Vraiment, je me posais des questions et je continue à me poser des questions parce que la technique a évolué. 10 ans que j'ai eu cette bourse, même 13 ans. Et je travaille déjà sur cette technique, mais cette technique a encore évolué. Je ne la construis plus comme presque plus comme je l'ai fait dans le manuel. Je voulais toujours performer dans l'assemblage, être de plus en plus précis. J'ai recherché des méthodes pour qu'il y ait vraiment un travail agréable, mais aussi performant, et toujours cette liberté dans le travail. Vous savez que quand je commence un projet, et le livre, que je lis en général, je m'en imprègne, je fais le projet graphique, donc j'ai vraiment le format du livre qui est déjà tout le format du livre fini dans ma tête. Donc en fait, tout est déjà écrit, les dimensions, tous les morceaux de carton que je vais couper, les différentes matières que je vais couper. Il y a des cuirs, la façon dont je vais imprimer le cuir, la façon dont je vais le titrer, tout est déjà préparé. Et donc je peux déjà montrer tout ça, même au client, au départ. Donc avant de commencer, souvent j'ai le projet et je dis au client, ça va être comme ça. Et il a son mot à dire, le client, ou est-ce que... Enfin, j'imagine Bien que oui. sûr, moi, je laisse toujours le dire le client. Maintenant, bon, il y a des limites, hein. Je ne peux pas recommencer 10 fois. Souvent, je vais faire, moi, en off, si on veut, je vais souvent faire 2, 3 projets différents. Il y a toujours une mise en route, comme on dit. Souvent, mes premiers projets, c'est pas terrible. En fait, c'est un peu lourd. Et puis, petit à petit, je sais ce que je cherche, mais je ne trouve pas toujours tout de suite ce que je cherche. Dès que je cherche une ambiance, je cherche une esthétique qui correspond à l'ambiance du livre. Et ça, c'est pas toujours évident. Surtout quand on a des textes, allez, pour le moment, j'ai plusieurs textes qui sont surréalistes. Les surréalistes ont déjà fait beaucoup. Je veux pas faire du surréalisme, mais en même temps, je veux qu'il y ait cette liberté surréaliste. Je mets en route et en place plein de choses pour ça. Et parfois, je dois recommencer souvent plusieurs fois le décor et abandonner certains décors parce que ça ne me convient pas du tout, que je ne pourrais pas le présenter comme ça à un client. Mais alors, le jour où je le présente, ben, en général, oui, je pense que c'est très rare les fois où j'ai eu un refus ou quelqu'un qui me disait tout à fait comme ça que je ressens. Mais c'est pas un problème pour moi. Souvent, je demande s'il y a des couleurs qu'ils aiment. Dans le travail que j'ai déjà fait, il y a des choses qu'ils aiment. Alors là, ça peut aussi m'aider à ne pas partir dans, comment dirais-je, vers différents procédés que je fais. Ouais. Parce que je travaille aussi bien en impression qu'aussi en gaufrage. Je ne sais pas si vous avez vu la Si, différence. bien sûr. Et ça, c'est fait exprès pour pouvoir avoir plusieurs canaux pour travailler, pour ne pas m'enfermer dans une seule technique, hein, une seule façon de travailler. C'est ça ma liberté finalement. Oui, donc, quitte à faire un métier de création, autant être heureux, puisque c'est une liberté que peu de gens ont dans leur travail, de pouvoir Ah oui, 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 inventer oui, des oui, choses. oui. Moi, ce que je sais, c'est que je dois pas, c'est pas primordial, je dois pas en vivre aujourd'hui. Il n'y a pas, disons que j'essaie de travailler relativement vite, parce que je sais bien que les bibliophiles aiment bien l'avoir dans des temps raisonnables, et j'essaie de ne pas étirer comme certains lieurs font, parce que en général, ça peut prendre longtemps, hein. Ça prend, j'ai discuté avec quelques relieurs, oui, 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 oui. on a envie de relier, puis on entend le délai, et puis on se dit, je sais pas. Mais en même temps, ça fait partie du plaisir. C'est quelque chose, quand on Ah, c'est commande une aussi attente, hein. C'est une je sais attente. pas, une Ferrari sur mesure, elle n'arrive pas dans les 15 jours. Non, Bon, non, non. voilà, quand on veut des belles choses, prends le temps. Oui. C'était pas une question, c'était plutôt une observation. En regardant vos reliures, je me suis dit, il y a comme une abolition de cette distinction entre les plats et le dos. C'est un ensemble unique. Oui, en fait, le dos est devenu, mais c'est même une réflexion que j'ai eue par après. Donc, c'était pas d'emblée que j'ai découvert ça. C'est une réflexion parce que bon, on pense pouvoir expliquer aux gens comment ça fonctionne une reliure. Et en fait, le dos
dans ma technique, est devenue une charnière complète. Donc le dos est à la fois une charnière puisqu'elle se déploie complètement. Alors que sur la plupart des techniques traditionnelles, les dos sont rigides. Le cartonnage en filet, le 5 ficelles en France, c'est des dos qui sont un peu durs comme ça. Les livres tiennent très très bien, hein. Donc ça a été fait exprès pour ça, pour que le livre se maintienne très bien dans le temps, dans la bibliothèque, qu'il ne s'affaisse pas et ainsi de suite. Moi, pour contrer ça, je dis aux clients, voilà, je ne fais pas de reliure sans étui ou en tout cas sans boîte. Parce que c'est la boîte qui va, je veux dire, maintenir le livre dans le temps, puisque forcément, le dos, il a sa souplesse, il n'est pas hyper souple, parce que moi, j'essaie de le rigidifier avec des matières que je mets à l'intérieur, qui sont très solides. Donc, c'est pas aussi souple que l'on ne le pense, ça ne tombe pas comme ça, c'est pas comme un gant qu'on dépose sur un bras. Il fallait quand même qu'il y ait du corps. Et il y a beaucoup de traitements sur un livre, hein, dans la préparation du livre, au niveau des collages, et ainsi de suite. Tout est pensé pour à la fois une certaine souplesse et à la fois une certaine rigidité, pour qu'on sente qu'on a un livre qui se tient, qui ne va pas tomber comme... Bien sûr. Non, c'est ce qu'on appelle la main, quoi. On sent qu'on a Voilà, un il a objet sa qui se... main, Mis à part, donc vous n'avez pas inventé le fil de pêche, c'est pas grave, vous êtes quand même... Vous le pratiquez, vous le perfectionnez, et puis Oui, de toute façon, vous n'êtes pas des centaines à le faire non plus, donc vous êtes quand même un des grands acteurs de cette technique. Est-ce que vous avez d'autres matériaux et techniques de prédilection? Bon, je reviendrai, on va parler du marocain un tout petit peu, c'est un sujet qui est obsessionnel chez moi. oui. Le Marocain du Cap, etc. Bon, Hugo me disait, il y en a plus, et puis je parlais avec d'autres relieurs qui me disaient, il y en a plus. Et vous, dans une de vos vidéos, vous parlez du Marocain du Cap, et je me suis dit, Oui. est-ce que Denis Grégoire, il a des tuyaux, ou Non, est-ce j'ai qu'il a pas un de tuyau stock? particulier par rapport à ça. En fait, j'ai eu la chance de racheter à mes profs, que ce soit Micheline de Belfroid, Liliane Gérard, d'acheter des pots qu'ils avaient déjà depuis longtemps, parce que ce sont des très 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 bonnes peaux, hein. Vraiment. Elles sont toujours aussi souples qu'à l'origine, hein. Et c'est d'une beauté au niveau du grain qu'on ne trouve plus. Ça, il y a une frustration aujourd'hui. C'est très très compliqué. Maintenant, quand je vais à Paris, que j'essaie de trouver, bon, j'essaie aussi parfois à Bruxelles, hein, mais à Paris, je cherche encore et c'est pas évident. Peut-être que je vais me diriger, si à un moment donné, je n'ai plus de Marocain, vers le buffle, vers... Vous n'êtes pas oui. encore passé au buffle? Je commence. D'accord. Je fais mes premiers essais ici maintenant, et je pense que ça va donner des bons résultats. Que là encore, principalement aujourd'hui, vous travaillez le marocain, ou c'est quoi Ah, quand j'ai l'opportunité, c'est le Marocain que je vais sélectionner, oui. Pour les gaufrages, c'est le marocain, par exemple? Vous évoquiez les décors gaufrés. Oui, c'est tout ce qui est gaufré, c'est marocain. Oui, D'accord. oui. Je n'utilise pas du tout le chagrin, l'oasis, parce qu'en fait l'oasis, je trouve que les couleurs ne restent pas très très bonnes dans le temps. Elles passent assez vite, donc là j'ai pas très confiance. Le chagrin, c'est un grain qui est quand même très très petit. Moi, ça ne m'amène pas, j'arrive pas à me projeter là-dedans, donc je préfère pas. Je dis pas que c'est pas un beau cuir, hein. Mais disons que moi je ne le ressens pas comme ça. Oui. Ouais, non, mais je partage. Donc vous faites encore des reliures en marocain du Cap, c'est bon à savoir pour les amateurs de reliures, Oui, oui. qui voudraient profiter des derniers Oui, c'est vraiment les vestiges dernières, hein. d'une époque. J'en fais aura- peut-être partie, on en discutera. De niveau, quels sont vos clients? Est-ce que c'est plutôt des particuliers, des institutions, ou Il c'est y a un peu les deux. Il y a les deux. 50-50, Oui, oui, 50-50? oui. Maintenant, j'ai une belle grosse commande de Reims, donc là je suis assez content. Surtout qu'ils ne commandent qu'une reliure par an, donc ils ont dû me sélectionner, c'était Bravo. sympa. Vous faites combien de reliures par an, du coup, Denis? Excusez-moi, hein, je vous interromps. Moi je dis que en moyenne, je dis une dizaine. Mais parce que voilà, je travaille à plein temps à côté, je fais encore beaucoup d'autres choses à côté, parce que je suis quelqu'un d'assez boulimique. Des choses en rapport avec la reliure? En fait, la reliure m'a fait découvrir tellement de choses que forcément je me suis pris de passion pour plein de choses. Pour tout ce qui est gaufrage, c'est de la gravure. Je suis un petit peu un graphiste, hein, dans le sens où j'utilise les matériaux qu'utilisent les graphistes, comme les imprimants. J'ai 4 imprimantes différentes avec des encres différentes qui fonctionnent différemment. J'ai utilisé de la sérigraphie, mais ça je ne le fais plus parce que c'est nouveau, ça demande beaucoup de surface pour travailler et c'est assez long au niveau préparation. Pourtant, j'aime beaucoup la sérigraphie au niveau du rendu. Mais bon, j'ai réussi à le remplacer avec d'autres machines parce qu'il y a des encres qui sont très intéressantes aujourd'hui dans les machines. Ce qui est bien à la CAMB, c'est qu'on peut fréquenter tous les ateliers quand on est dans cette institution. Donc, si on a besoin d'aller en sérigraphie, on va en sérigraphie. Si on a besoin d'aller en typographie, on va en typographie. Une autre question, Denis. Sur Oui. le profil des clients, c'est quoi les clients? Ils sont âgés, ils sont jeunes, ils sont entre deux âges, c'est des bibliophiles, c'est des nouveaux bibliophiles, c'est des lecteurs qui se transforment en bibliophiles? Je crois qu'on vient de passer un cap. C'est que je commence à avoir des bibliophiles
qui deviennent plus jeunes que moi. Ah, quelle bonne Donc nouvelle. ça me fait plaisir. Oui, c'est une bonne nouvelle, Euh, effectivement. mais j'ai eu tout un temps des bibliophiles et qui étaient très fidèles, hein. J'ai eu pendant des années. Mais bon, ça devenait vraiment des personnes fort âgées qui finalement ont raté parce qu'ils sont décédés. Tout. Donc il y a des frémissements, c'est pas significatif, mais ça se produit Non. quand même. Mais c'est pour ça aussi que je voulais mettre au point une autre technique. Que je me suis dit, les techniques traditionnelles, c'est bien. Mais vu que c'est très long à mettre en route et que c'est finalement très cher, je Mhm. voulais permettre d'avoir des livres un peu moins chers. Maintenant, j'ai dit que, étant donné que je travaille beaucoup quand même sur les livres, ça reste un prix. Ça coûte Mais combien une reliure de Denis Grégoire à peu près? Une fourchette, vous n'êtes pas obligé de nous donner un prix une ferme, bien fourchette, sûr. je dirais qu'en 1500, 2000, on peut en avoir. D'accord. Et 1500 sera le bon marché. Maintenant aussi, ce que j'aurais voulu faire, c'est pouvoir travailler, me mettre au service parfois d'autres artistes, pour qu'ils puissent être dans la Mhm. totalité du travail. Donc, en fait, moi, ça ne me dérangerait absolument pas de mettre au service le fait que je puisse imprimer sur le cuir le graphisme qu'a fait l'artiste qui a fait aussi le contenu du livre. Ça ne me dérangerait pas. Donc, C'est une très bonne idée, ouais. oui. Oui. Les Et collaborations, ça a toujours bien je marché. pense que ça pourrait être porteur parce qu'en fait, souvent, il y a ce petit décalage entre l'illustration, s'il y a une illustration ou le graphisme qu'il y a dedans, et forcément le relief. On a un peu notre ego et on travaille un petit peu, on fait du Denis Grégoire, on fait du machin chouette. C'est difficile de trouver des gens qui font du livre d'artiste. Il y en a qui Ouais. s'arrêtent, voilà, je fais le livre, je fais une petite couverture gentille, éventuellement on fait une boîte et je vais pas plus loin. Non, mais c'est parce qu'il y a un côté, ils ont peut-être peur que ça devienne trop cher, alors l'objet. Mais ça peut être une réflexion. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une réflexion sur un prix acceptable pour un livre d'artiste. Est-ce que, Denis, il y a une reliure, si vous deviez en choisir une parmi toutes vos créations, qui fait votre fierté encore aujourd'hui? Une, comme ça. Non, mais si ça vient pas, c'est que vous les aimez toutes également, hein, Non, ça va mais aussi. moi, en fait, quand je fais un travail, quand je les termine, je dirais que je les aime parce que forcément, j'y mis tout mon cœur dedans. Et quand je les donne aux clients, je peux les oublier. Dans ceux qu'on trouve sur Instagram, j'aime beaucoup le Romain Gary, l'Enchanteur. J'aime bien aussi le Duras, il est chouette. Les amants. L'amant de Duras, voilà, excusez-moi. Parce que je ne publie pas tout. Que le problème, quand on publie sur Instagram, c'est qu'on flatte un peu son ego. Et moi, ça me m'enquiquine un petit peu. On retourne régulièrement voir, tiens, on a fait combien de là? Et parce que montrer, ma foi, ça me fait plaisir. Et d'un autre côté, avoir du retour, c'est pas mal non plus, hein. Moi, un client qui peut me dire, oui, j'ai beaucoup aimé, ou qui m'écrit par après, et qui écrit, voilà, ses ressentis par rapport à ce que j'ai fait, oui, ça me fait vraiment plaisir. Et ça se joue entre lui et moi. Est-ce que vous auriez un conseil pour les futurs relieurs, les relieurs qui se forment aujourd'hui? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire? Ah ben il faut oser. D'abord, il faut aussi parfois oser la simplicité, pour Mhm. commencer en tout cas. Ne pas s'acharner sur des techniques trop laborieuses si on n'est pas capable au départ. Ça peut venir après. Si on se passionne et qu'on a envie, voilà, il faut aller dans le plus complexe. Moi, je trouve toujours que c'est dommage de faire un travail trop long et de vouloir faire une expérience dessus. Donc moi, ça m'arrive de faire des couvertures qui ne sont que des maquettes. Je n'assemble pas avec le livre dedans pour avoir le volume et voir ce que ça va donner. Ça m'arrive encore régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on ne trouve plus les matières comme je connaissais, mais forcément, chaque matière peut devenir nouvelle pour moi. Comme le cuir, je parle du cuir. Donc forcément, il faut que je la teste chaque fois pour voir si elle réagit comme je la connaissais avec une autre matière. Ça, c'est parfois long et parfois dur. Oui. Comme quand j'imprime sur les cuirs, par exemple, il y a des cuirs qui fonctionnent très bien, il y a des cuirs qui ne fonctionnent pas du tout. Je n'imprime pas, je prends pas le cuir, je coupe le carré et puis dans la machine et on imprime tout du tout. Hmm. Il y a plein de préparations. Bon, il faudrait venir dans votre atelier pour comprendre tout ça. Je ne désespère pas de pouvoir partager parce que je sais que j'ai été contacté cette année-ci par le prof de Lacan, Tatsuya, pour que je puisse aller donner ma technique. Et là, en fait, moi, ce qui me plairait, c'est de pouvoir non seulement donner la technique, mais aller encore plus loin dedans. Donc vraiment aller au niveau des matières premières, pouvoir vraiment expliquer comment je les utilise et ce que je recherche quand je choisis une peau pour qu'elle soit bonne et qu'elle soit utile dans le travail que je vais faire. Parce qu'on peut se gourer hein, sans s'en rendre compte. On pourrait très bien faire toute la couverture, assembler le truc, et puis ça fonctionne pas. Et, les relieurs comme vous, qui travaillez à votre compte, vous êtes tout seul dans votre atelier, vous prenez parfois des apprentis. Mais non, parce que moi j'ai un petit atelier. On vous a déjà demandé d'être votre apprenti? On m'a déjà demandé, oui, oui, oui. Oh, plusieurs fois, oui, oui. Bon, Et même j'ai une personne qui m'a écrit avec une calligraphie hallucinante, c'était superbe. Et j'ai eu peine à lui refuser l'accès parce que je lui ai dit, je suis désolé, vous avez passé un temps fou à écrire cette lettre. C'est magnifique, c'était d'une précision. Je me suis dit, waouh, ça, c'est quelqu'un qui a déjà quelque chose dans la patte. C'est indéniable, hein. Dans le métier, si on n'est pas rigoureux, organisé, précis, ça va être difficile.
ça va être difficile non seulement de sortir de très belles choses, mais de se faire remarquer, quoi. Parce que si la technique n'est pas bonne derrière, le boulot, il sera jamais très bon. Est-ce que, comme Hugo, vous participez à l'Aro, par exemple, ou à Oui, 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 Oui. oui. C'est une belle clientèle qui a non seulement de très beaux livres, mais qui a aussi les moyens. Voilà. C'est marrant, j'ai l'impression que les relieurs sont belges, mais la clientèle est française, je me trompe. Non, pas uniquement. Non, il y a des Belges aussi. Parce Oui, qu'à oui, chaque oui. fois, bon, Hugo m'a mentionné Non. la réserve des livres précieux, la BNF, il m'a mentionné la bibliothèque de Rion, vous Oui, avez Riom, mentionné moi, j'ai la travaillé aussi bibliothèque pour de ça. Reims, Oui. bon, vous avez aussi mentionné la Vitocana, etc. Mais bon, la France est quand même un partenaire, est un grand pays de bibliophiles de toute façon, c'est Tout à historique, c'est fait. comme ça. C'est un grand, grand, grand pays de bibliophiles. Il y a une belle tradition qui existe ici, mais je dirais que je vais dire que c'est un peu plus particulier. C'est Mhm. souvent les libraires qui me renseignent par rapport à une clientèle. Et puis alors, on a aussi l'ARA Belgique, qui est un peu l'équivalent de l'ARO, mais il y a un ARA France aussi, hein. Moi, je suis à l'ARA Belgique. Et Mhm. donc, je participe chaque année à des différents salons ou expositions que eux organisent. Parce qu'il faut se montrer. Si on ne Et se ben, je montre pense pas, qu'on personne. bah, il faut, bien sûr, il faut se montrer, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Oui, On oui, se oui, oui. montre et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de contenu sur les réseaux de toutes sortes, mais en réalité l'univers du livre ancien, l'univers du livre relié, de la reliure et des arts du livre de manière générale, je trouve pas qu'il y ait un contenu Pour le moment, en tout cas sur Instagram, je trouve que c'est un petit peu ralenti. Donc c'est vrai que vous sortez un petit peu des sentiers battus pour le moment, parce qu'il y a quand même un petit peu moins de production sur Instagram. ben, moi j'ai plein de supports, je suis sur YouTube, Instagram, Spotify, parce que je transforme tout ça en podcast après, parce que bon, regarder une vidéo pendant 1 heure c'est pas facile, on n'a pas tout, Ah, enfin non, j'ai non, pas le non. temps moi de le faire, donc il y a ça, et puis après je couvre les salons, j'ai couvert San Francisco il y a quelques semaines, Pasadena à Los Angeles, la semaine prochaine je serai à New York, j'étais à Paris, j'étais en Suisse à Bâle où j'ai rencontré Vincent Panquin, d'Erasmus et encore bien d'autres, et c'est que le début parce que je suis aussi libraire, en pause pour l'instant parce qu'aux États-Unis je n'ai pas mes livres ni mes clients, voilà, j'ai pas la capacité à le faire, mais dès que je rentrerai en Europe, je reprendrai mon activité de libraire. Le retour? Fin d'année, fin d'année. Bon, en tout cas, Denis, je suis sûr qu'on aura l'occasion de se rencontrer sur un salon ou quand je viendrai à Bruxelles, parce que Ah oui, maintenant c'est j'ai avec été invité plaisir. par Hugo, donc c'est prévu. Nous n'habitons pas très loin l'un de l'autre. Non, c'est-à-dire il y a allez, 5 kilomètres. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et J'espère ben, qu'on a nourri les informations que vous attendiez. vous avez répondu à toutes les questions et plus encore, donc oui. Merci, très bonne soirée à vous, Denis. Oui, bye bye. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.